Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 17 juin, c'est la plus grosse journée de l'année. On va parler du bac de philo, on va corriger les épreuves que vous avez passées ce matin. Une épreuve aménagée en raison de la crise sanitaire, vous l'avez vu, vous aviez 4 sujets qui étaient censés vous permettre de couvrir un maximum des programmes et donc de faire des impasses. C'était presque le cas. On va le voir. Avec nous, Gilles Verviche. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes prof de philo agrégé et vous avez planché sur les sujets ce matin. Vous m'avez dit qu'ils sont un peu compliqués. Ça parle d'actu, il y a des pièges, on va voir ça tout de suite. On attaque sans attendre avec le sujet 1. On va aller dans l'ordre. Sujet 1, donc discuter. Est-ce renoncer à la violence? C'est une dissertation. Et ici, ça cause de langage, c'est ça? Ça cause de langage, oui, voilà, ça cause de langage. En particulier, alors bon, c'est un sujet qui a pu être donné sous une autre forme historiquement. Le recours au langage permet-il de renoncer à la violence? Donc c'est un peu bateau. Effectivement, c'est très ancré dans l'actualité. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que ça paraît aussi très lié au programme de HLP spécialité Humanité, Littérature et Philosophie, puisqu'on retrouve à la fois le pouvoir de la parole du programme de première et Histoire et violence du programme de terminale. Donc, ça veut dire que les élèves en HLP... Des élèves qui ont fait HLP seront à mon avis, d'autant plus à l'aise sur ce sujet-là, ce qui est d'ailleurs pas mal, ça les encouragera à prendre tout à fait le sujet. Voilà, donc sujet à la fois classique et d'actualité. Alors quel genre de plan on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait énoncer Alors quel genre de plan? Comme vous le voyez, le plan de type oui-non, enfin thèse-antithèse. D'abord, peut-être préciser que effectivement, on peut commencer par partir de l'actualité, mais pas... si vous voulez, le danger de ce sujet-là, comme sans doute on va y revenir, le troisième, c'est de rester au ras des pâquerettes et de tomber dans le café du commerce, parce que quand on dit discuter à se renoncer à la violence, j'imagine qu'on pense tout de suite à Twitter, à l'ambiance de polémique qu'il y a en ce moment dans le débat politique français. Je pense là comme ça à l'affaire Mia, vous voyez, c'est-à-dire... dans ce cas-là, il paraît difficile de dire que discuter, c'est renoncer à la violence. Voilà, donc c'est bien comme accroche, si vous voulez, en général, de parler de l'actualité, surtout avec des sujets là. Surtout en ce moment, c'était riche. Après, effectivement, du coup, bon, je veux dire, les notions étant langage et violence, la question c'est de savoir si l'un s'oppose forcément à l'autre. Voilà, est-ce que le langage s'oppose à la violence ou est-ce qu'il peut en être le moyen ou la fin? Il ne faut pas oublier le verbe dans l'analyse renoncer aussi, qui est abandonner volontairement. Voilà, est-ce que c'est un moment... Il y a l'idée aussi, si vous voulez, de point de non-retour, c'est-à-dire on serait tenté de se taper dessus et puis un moment, finalement, on choisit de discuter. Voilà. La violence, il faut définir aussi la violence, qui est un terme... faut pas définir, enfin, faut définir les termes d'abord, voilà, quand même. Au moins dans la copie, pas forcément dans l'introduction, mais dans le développement, voilà. Donc discuter, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser le langage pour opposer éventuellement deux points de vue, pour un débat. Et puis la violence, c'est l'usage d'une force plutôt illégitime qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de quelqu'un, voilà. Alors, le plan, du coup, oui, non. Enfin, on aurait tendance à dire, oui, d'abord, discuter, est-ce que c'est renoncer à la violence? Le langage s'oppose-t-il à la violence? Si on entend, comme je viens de le dire tout de suite, par violence, usage d'une force physique. Voilà, et on a quand même l'impression de se dire, on va s'asseoir autour d'une table, voilà, plutôt que la guerre, la diplomatie, même si vous savez ou pas que... On dit que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc peut-être que, enfin je vais y revenir, mais peut-être que la discussion, c'est la continuation de la violence par d'autres moyens. Mais bon, au départ, voilà, effectivement, la discussion. Alors, on peut penser à Hobbes ou à Aristote. Aristote qui va nous dire que l'homme est un animal sociable, un zoon politikon, et que c'est notamment par le langage, par la parole, qu'il sort de l'instinct. Instinct, pourquoi pas violent, pour instaurer des valeurs morales, le bien, le mal, le juste, l'injuste. Quand je parle d'instinct violent, je pense à Hobbes aussi, on pouvait peut-être partir de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, voilà, dans une première partie.
Donc il vaut mieux citer ici des réflexions d'auteur ou des pensées, ou donner des exemples, ou les deux. Alors voilà, ou les deux. Moi, alors si on peut donner un conseil général, a posteriori, malheureusement. Donc, c'est le principe d'un corrigé. Voilà, c'est le principe d'un corrigé. C'est pas la peine non plus, et il ne faut pas multiplier les auteurs dans chaque partie. Voilà. Si vous avez fait un auteur dans chacune de vos 3 parties, mais que vous l'avez bien approfondi, ça suffit. Voilà. Donc quand je dis Hobbes ou Aristote, l'un ou l'autre, voilà, puisque Hobbes aussi, qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, hein, l'inverse d'Aristote, nous dit que c'est par le contrat qu'on s'engage à la paix, enfin voilà, et c'est par la parole. Voilà, il y a quand même l'idée de renoncer. Une deuxième partie qui va plutôt nous montrer au contraire que dans la parole, dans le langage, hein, la parole c'est l'usage individuel du langage. Bah, tout le monde sait que ça peut être violent. Hein, je veux dire, je pense aux affaires effectivement des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très d'actualité. Donc, bon, non seulement l'affaire Mia dont je parlais, mais aussi de terrorisme, hein, d'incitation au meurtre. Voilà, c'est-à-dire que la discussion n'est pas elle-même sans conséquence. Et d'abord, on peut blesser quelqu'un, on peut le heurter psychologiquement, voire physiquement, par des paroles. Voilà. Donc d'abord, la parole elle-même peut avoir un effet violent, et puis elle peut entraîner des conséquences de violence physique. Oui, voilà. Là-dessus, les exemples ne manquent pas, on l'a vu. Voilà. Et au niveau de la conclusion, une ouverture où on reste sur une... Alors conclusion, moi j'avais un peu j'avais une seule. Alors la conclusion, ça consiste à résoudre le problème, voilà, dépasser les contradictions. Moi, j'avais envie de dire que la solution pour moi, c'est il y a que l'intention qui compte, quoi. Voilà, c'est-à-dire en soi, je pense que la discussion, discuter n'est pas renoncer à la violence. Discuter, comme je disais, c'est un moyen. Voilà, donc tout dépend de la fin qu'on se propose. Voilà, alors, on peut être violent par la discussion, donc je pense que c'est plutôt c'est l'intention qui compte, c'est la fin qu'on vise. Voilà, on peut, si vous voulez, utiliser le langage pour renoncer à la violence, mais on peut avoir aussi un autre but. Voilà, donc j'ai envie de dire que la discussion est un moyen. Tout dépend de la fin et du but qu'on vise. Voilà, peut-être distinguer fin et moyen. Eh ben, merci, j'espère que nos spectateurs auront fait ça aussi. On va passer au sujet 2. Ouais. Toujours dissertation, l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Ici, on parle donc de conscience, de vérité. J'ai envie de dire Freud avec mes quelques restes de philo, vous ne me contredisez pas? Non, non, c'est pas la peine de contredire. Si on parle de l'inconscient, forcément, on va parler de Freud. Alors là, enfin forcément, en tout cas, c'est bienvenu. Et puis en général, je pense que quand on fait le cours sur l'inconscient, on parle de Freud. Voilà. Alors, c'est un sujet très, très question de cours, hein, qui en même temps, d'un point de vue personnel, on ne voit pas trop où ça va. L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Alors c'est la question qui, de ce que j'ai vu ce matin des réactions, plaisait le moins. Bah oui, parce que, bon, d'abord c'est une question de cours, donc si vous ne l'avez pas fait en cours, laissez tomber, c'est pas la peine. Vous ne pourrez pas inventer, à partir des débats sur Twitter, une réponse. Et puis, l'enjeu n'est pas facile à dégager. Hein. L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Alors est-ce que vous pouvez le résumer, l'enjeu, justement? Bah, je me suis posé la question. On imagine que l'enjeu, il est un peu moral, ce qu'on va retrouver dans le sujet 3, c'est-à-dire s'il m'est impossible, difficile voire impossible de connaître l'inconscient, en particulier le mien, alors je pourrais me trouver à peu près des excuses pour tout et n'importe quoi. Hein. J'ai pas fait exprès, c'était plus fort que moi. Enfin, on a eu les débats là sur vous savez, des crimes en état de démence. Oui. Assez récemment, voilà, et donc l'inconscient qui apparaît comme une excuse finalement par rapport à des actes. Donc voilà, l'enjeu est peut-être moral parce que voilà, et sinon le bien-être, voilà. Alors c'est très ambigu en fait. Hein, l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Il y a deux manières d'interpréter le sujet. La première, c'est est-ce que l'inconscient échappe à une connaissance de type scientifique? Voilà, je pense par exemple à la critique de Popper qui disait de l'hypothèse de l'inconscient que c'était une pseudo-science, ça a échappé, comme on peut finir là-dessus d'ailleurs, ça a échappé à toute vérification scientifique, de savoir s'il y a un inconscient ou pas, c'est une hypothèse. Il y a des gens qui s'opposent encore à la psychanalyse, voilà, donc reprocher à l'hypothèse de l'inconscient, d'un point de vue scientifique, d'être invérifiable, voilà. Et puis il y a l'autre manière de le comprendre, à mon avis c'est plutôt
là-dessus qu'il fallait aller, qui était la connaissance de soi. Hein. Est-ce que l'inconscient, mon inconscient, échappe à toute forme de connaissance, sous-entendu la connaissance de moi-même, l'inconscient s'opposant évidemment ici à la conscience. Voilà. Alors, à la fois le piège à éviter peut-être et qui nous offre un plan, c'est de bien comprendre le terme inconscient. Hein. C'est l'inconscient ici comme substantif, donc il ne va pas falloir le confondre avec l'adjectif inconscient. Quand on dit oui, c'est un nom, je fais ça inconsciemment, voilà. Donc ça nous offre d'ailleurs une première partie, quoi, hein, pour dire que oui, par définition, l'inconscient, enfin voilà, première partie, oui. On commence toujours comme ça les dissertations, hein, enfin me semble-t-il. Hein, c'est-à-dire vous commencez par la thèse qui vous paraît spontanément la plus évidente. Voilà. En tant que sens commun, qu'est-ce qu'on répondrait spontanément à cette question? Alors l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Si tant est que ce soit une question du sens commun, bon, bref. Mais on pourrait dire, oui, par définition, inconscient, ça veut dire ce dont je n'ai pas conscience, ce que je ne connais pas. Voilà. Là encore, il faut voir les notions, les mots, les comprendre. Voilà, il faut le définir, parce que là, il faut distinguer donc l'inconscient comme force psychique. Psychique, ça a l'air comme ça scientifique, mais ça veut juste dire dans la pensée, quoi. Voilà. Force psychique définie par Freud, et puis en face, tout ce qui est du domaine de inconscient, vous pouvez parler de Bergson ici, qui nous parle souvent des habitudes, quand la conscience s'endort. On peut penser aussi aux petites perceptions chez Leibniz. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on fait ou qu'on pense sans en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que ça échappe à toute forme de connaissance. Il suffit à ce moment-là de porter une attention de la conscience qui serait toute seule sur ce qu'on fait. Voilà, quand on dit prends un peu conscience de ce que tu fais, etc. Mais l'inconscient, c'est pour ça que je le mets quand même dans une première partie, l'inconscient au sens fort, psychanalytique, c'est vraiment l'idée que l'entrée à la conscience lui est interdite. Voilà, sinon ce serait trop simple de dire que l'inconscient peut se connaître. Ça paraîtrait quand même. Donc le reste du déroulé rapidement sur. Dans une deuxième partie, on va montrer que non, il y a des moyens sans doute, hein, ne serait-ce que des moyens spontanés, hein, sans même aller voir le médecin. Ouais. Lapsus, rêve, acte manqué qui viennent révéler l'inconscient, puisque le but des pulsions qui habitent dans l'inconscient, c'est justement de se faire remarquer quand même. C'est là que c'est assez paradoxal, ouais. C'est que leur but, c'est surtout de parvenir à la conscience, alors qu'il y a une censure qui les en empêche, voilà. Alors, comme troisième partie, comme solution, moi je distinguerais, hein, pour être clair, puisque on va plutôt aller voir un thérapeute, hein, pour connaître ses pensées inconscientes, ce serait de dire que ça échappe à une forme de connaissance subjective et immédiate. Subjective, c'est-à-dire par moi-même, et immédiate, ça veut dire assez spontanée, et qu'en revanche, de manière objective ou d'un regard extérieur et médiate par un travail, alors on peut parvenir à le connaître. Voilà, ça serait... En tout cas, on s'oppose par là, dans une troisième partie, à un Descartes, je pense donc je suis, c'est-à-dire un accès assez évident, transparent à moi-même, puisqu'il y a une identité entre le sujet et l'objet. Mais dire voilà, que la connaissance de soi demande au contraire du travail. Et je pense que c'est un peu ça que ça... Après tout... C'est assez technique quand même, hein. Comment? Il est assez technique ce sujet. Alors j'espère que c'est pas ce que j'ai dit quand vous dites technique, ça ne veut pas dire compliqué, difficile à comprendre. J'espère que moi je me suis bien fait comprendre. Mais effectivement, c'est très sujet de cours, quoi, hein, disons-le. Hein, ça veut dire que les élèves qui ont un cours là-dessus, ça risque de faire des copies où on va réciter son cours sur l'inconscient. On n'aura pas complètement tort d'ailleurs. Donc voilà, donc ceux qui ont suivi un cours dans l'année, ils pouvaient prendre ce sujet-là, qui est peut-être pas complètement rock'n'roll, mais au moins qui... Encore faut-il être tombé dessus. On va passer au sujet 3. Voilà. Le sujet 3 du bac général. Sommes-nous responsables de l'avenir? Avec ici un piège à éviter. C'est de faire le rapprochement avec l'environnement et de sombrer dans la nature, puisque ce n'est pas forcément ce dont il est question. Voilà, sombrer dans la nature. Oui, parce que c'est vrai que quand on voit ce sujet,
Et d'ailleurs, je parlais d'enjeu tout à l'heure, c'est l'enjeu. Enfin voilà, quand on dit sommes-nous responsables de l'avenir, on pense tout de suite au débat sur laisser un monde vivable à nos enfants, le développement durable, etc. Donc on est d'accord, c'est l'enjeu. Voilà. Maintenant, dans les termes de la question, il n'y a aucune référence à la nature. Ce n'est pas du tout un sujet sur la nature. Enfin, si vous trouvez le mot nature là-dedans, vous êtes fort. Moi, je ne le vois pas. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il fallait regarder? C'est nous qu'il fallait définir, hein, c'est ça? Alors, c'est nous. Dans l'avenir, voilà, nous, avenir, on comprend qu'il y a un rapport au temps collectif. Qu'est-ce que c'est le rapport au temps collectif? C'est l'histoire. Voilà, quand même. Hein. Donc, je pense que c'est plutôt le rapport à l'histoire, même si l'histoire, c'est les faits passés. Donc là, on parle plutôt de l'avenir. C'était le nous, effectivement. Donc, pour synthétiser un petit peu, hein, donc le sujet, c'est plutôt l'histoire. Mais ça peut être aussi la liberté, parce qu'il est question de responsabilité, la conscience aussi, le temps en général, voilà. Voilà. La nature, on peut y faire référence à un moment, mais faut pas. Si on réduit le sujet à ça, mais c'est pas la notion principale. On va se perdre. Alors le nous, effectivement, le nous veut dire que c'est un peu collectif. Moi, je pense que sommes-nous responsables de l'avenir? Donc nous, qui ça nous? Peut-être parler de responsabilité d'une part individuelle, d'autre part collective, dans chacune des trois parties. Hein, ça pouvait faire paragraphe A et B, responsabilité individuelle et collective. Et puis l'avenir, de la même manière, hein, le mien ou celui de... Enfin, le sujet, c'est pas suis-je responsable de mon avenir ou de l'avenir, c'est quand même sommes-nous responsables de l'avenir. Voilà, donc il y a quand même cet enjeu assez collectif. Qui permettait finalement d'aller sur plusieurs terrains et on peut oui, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert. Bon, voilà, après, on pourrait finir chaque partie par le développement durable. Voilà. Alors, du coup, ça offre un plan de la même manière, toujours commencer par... Alors, pour le coup, c'est assez rock'n'roll. Hein. Ouais. Moi, pour une intro, je penserais un peu, si on peut penser pop culture, à Minority Report, oui. où on dit qu'on va pouvoir prévoir les crimes à l'avenir. Donc là, sommes-nous responsables de l'avenir? C'est un peu la même manière. Est-ce qu'on pourrait se rendre responsable de choses qui ne sont même pas arrivées pour des générations futures? Enfin, voilà, on est quand même dans l'idée... qu'on ne peut pas tout prévoir, hein, quand on dit que le risque zéro n'existe pas, etc., etc. Quand on parle du principe de précaution, qui consisterait à dire qu'on peut... Parce qu'à un moment, le principe de précaution, ça devient un principe d'inaction. Voilà, donc voilà. Voilà. Alors, on peut faire cette première partie là-dessus. Sommes-nous responsables de l'avenir? Non, a priori non, puisque la responsabilité, qu'il faut définir d'ailleurs, hein, qui demande à la fois... conscience et liberté. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? C'est le fait de se considérer, de se reconnaître comme auteur et cause de ses actes et de leurs conséquences. Voilà. Ça suppose que ces actes et leurs conséquences sont déjà advenus, quoi. Il paraît difficile quand même de se reconnaître responsable de quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà. Donc responsable de l'avenir, ça paraît assez difficile, surtout si cet avenir ne nous concerne même pas, c'est un peu après moi le déluge. C'est très le sens commun. Quand je dis on fait une première partie sur le sens commun pense assez difficile d'être responsable de l'avenir quand même. Hein. Et puis, voilà, on dit que les lois elles-mêmes ne sont pas rétroactives, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un au nom de... Voilà. Donc une première partie comme ça qui pourrait d'ailleurs évoquer John Locke, hein, qui parle de la responsabilité... pénale ou juridique des individus en disant qu'ils doivent se reconnaître eux-mêmes comme étant les auteurs. Et par exemple, on ne peut pas condamner un fou pour ce qu'a fait l'homme raisonnable, ni l'homme raisonnable pour ce qu'a fait le fou. Du coup, on ne peut peut-être pas condamner l'homme du futur pour ce qu'a fait celui du passé. Enfin, ça paraît un peu voilà. Donc, par définition, naturellement, ça paraît assez effectivement difficile d'être responsable de l'avenir. Sinon, on n'aurait pas autant de mal à expliquer aux gens qu'il faut faire attention. Une deuxième partie, évidemment, où on va dire que tout ça, ce sont des excuses. Là, vous pourrez y aller à coup de Jean-Paul Sartre. Hein, okay. Que d'abord, l'homme est projet, c'est-à-dire que l'homme réalise ce qu'il vise dans l'avenir. Je n'ai pas de vocation, mais j'ai un projet. Je suis ce que j'ai conscience d'être dans l'avenir. Ensuite, que la mauvaise foi, effectivement, c'est de ne pas reconnaître sa responsabilité. Que, évidemment, quand on dit que je suis responsable des conséquences de mes actes, avoir conscience, ça suppose quand même de pouvoir prévoir
les conséquences de ses actes. Quand on dit tu es vraiment inconscient, on veut dire tu n'as pas pensé aux conséquences de tes actes. Donc je veux dire, la notion même de responsabilité, en fait, suppose de se projeter dans l'avenir. Parce que quelqu'un qui est incapable de se projeter dans l'avenir, même si c'est dans 10 minutes, on va dire qu'il ne peut pas être responsable de rien du tout. Enfin voilà, donc j'ai envie de dire que la notion même de responsabilité implique le rapport à l'avenir. Évidemment, d'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Enfin, si, il y a un débat puisqu'il y a un sujet, mais voilà. Voilà. Après, si vous voulez, on pouvait... alors, il faut l'avoir fait en cours, il faut connaître, hein, mais moi, j'ai pensé tout de suite, quand j'ai lu le sujet, à Hans Jonas, philosophe autrichien, je crois, je ne voudrais pas faire des bêtises, pour un prof de philo, c'est vraiment mauvais, mais voilà, qui a développé beaucoup la notion de responsabilité à l'origine du développement durable. Voilà, justement, et qui développe l'idée que nous sommes génération présente, responsables des générations futures. Voilà, en réinventant l'impératif catégorique de Kant, que j'ai retrouvé un peu agi de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Bref, Jonas, pour une troisième partie, ça pouvait être pas mal. Voilà. Ok, donc on a un sujet un peu ouvert. Merci pour ces propositions de plan et ces propositions de corriger. On passe au texte. Alors, un texte de Durkheim, de la division du travail social. Vous m'avez dit, Gilles, c'était franchement difficile. C'est très dur. Il est très dur ce texte. Enfin, moi, il m'a paru très difficile. Qu'est-ce qu'il faut en retenir en fait? Alors, on voit le thème tout de suite, hein, la morale. Voilà, la morale, et en particulier, puisque la morale, c'est juste une perspective dans le nouveau programme, mais le devoir comme notion. D'accord? Le devoir. Hein. Le devoir qui voilà. Alors, il est difficile, ce texte, moi, à la première lecture, donc le thème, c'est le devoir. Ça, il n'y a pas de... La notion au programme, c'est le devoir. Parce qu'il a l'air de partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a, la première fois qu'on le lit, on a comme ça une succession de phrases, de questions. On ne voit pas du tout le rapport entre elles. Hein, et on se demande, en fait, où il veut en venir. Voilà. Alors, on le comprend à la fin, en fait. Hein, voilà. On se demande où il veut en venir. On se demande où est le débat. Alors, pour simplifier, moi par exemple, pour vraiment vous expliquer la troisième phrase qui est une question, mais la morale de chaque société prise en elle-même ne comporte-t-elle pas un développement indéfini des vertus qu'elle recommande? Alors moi j'avais mal à la tête, hein, c'est pareil, quand il dit après s'il est nécessaire que certaines formes de la conduite soient soumises à cette réglementation impérative, etc. Donc on a beaucoup de phrases qui sont longues, qui ont un vocabulaire un peu technique, donc je veux dire, si vous n'êtes pas... Voilà, alors en fait cette phrase veut dire... Il est en fait, il est en train de relativiser la morale. Voilà, hein, vous savez que bon, alors, la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise, mais on peut savoir, mais vous n'êtes pas obligé, mais ça, pour vous éclairer, je peux vous le dire, qu'il est sociologue, Durkheim, donc, son présupposé quand même, c'est qu'il y a un déterminisme social et que donc, le comportement des individus est lié à leur place dans la société, que la société pèse sur... l'individu et ses valeurs. Ici, la valeur en question, c'est le devoir, c'est la morale. Voilà. Donc, il commence par dire, si on essaye de faire un peu le plan du texte, il commence par dire les valeurs morales sont relatives à chaque société. Voilà. Donc, la morale est relative. Ce qui est bien dans un pays est mauvais dans l'autre, et puis il y a une époque et il y a une autre. Voilà. Donc, la morale, c'est relative. C'est un peu cette problématique, en fait. Hein. Les valeurs morales sont-elles relatives? Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il dit, voilà. Il dit, mais il se fait une objection ensuite. Souvent, les auteurs se font une objection implicite. Hein. Enfin, elle n'est pas implicite, il le dit, mais il ne nous explique pas c'est une objection à ce qu'il vient de dire. Du coup, on ne comprend pas. C'est à vous, candidat, de refaire la logique. Voilà. Mais la morale de chaque société, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque société, est-ce que cette morale, ces valeurs ne sont pas considérées comme absolues? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas un devoir absolu d'y obéir quand il dit le développement indéfini des vertus? Voilà. C'est-à-dire que ce devoir est inconditionnel. Certes, si vous prenez l'avion pour aller dans l'autre pays, prenez pas trop l'avion d'ailleurs hein, pour ce qui est de l'empreinte carbone. Bon bref, mais si vous allez dans un autre pays, les valeurs ne seront pas les mêmes. Mais quand vous êtes dedans, vous devez respecter absolument ces valeurs. Et en fait, il essaye de nous expliquer que les valeurs sont... que la morale, le devoir moral, la morale est non seulement relative d'un pays à l'autre, mais qu'elle doit être aussi relative en elle-même. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de devoir absolu, que la morale n'est pas la valeur absolue. Il y a un petit côté nietzschéen, en fait.
Alors moi j'ai l'habitude de dire à mes élèves, pour problématiser un texte, demandez-vous pour qui, pourquoi ce texte est-il étonnant. Alors c'est Kant, Kant qui a, avec l'impératif catégorique, d'ailleurs il parle de réglementation impérative. Voilà, donc ça rappelle quand même Kant qui essaye de trouver d'abord une définition de la morale qui soit absolue, qui soit sans condition, et puis qui a tendance à mettre la morale au-dessus de tout. Voilà, Et là, en fait, il est en train de nous dire, la morale ne peut pas être au-dessus de tout, c'est pas à l'aune de la morale qu'on peut tout juger, il y a un côté Nietzsche là, voilà. Et il finit par dire que même pour la morale elle-même, la morale elle-même en souffre, un excès de morale, est la première à en souffrir. C'est pas mal, on peut penser, ça rappelle un peu le côté intégrisme, voilà, côté religieux, j'allais dire. Côté religieux presque. Alors il n'en parle pas, mais ça fait un peu penser à ça. Donc en fait, sa thèse, ça consiste à relativiser le devoir moral à tous les sens du terme. Voilà, c'est-à-dire à la fois des morales les unes par rapport aux autres et la morale par rapport à elle-même. Et plutôt qu'une défense absolue de valeur absolue, plutôt un juste milieu, caractère raisonnable. Et finalement, ce qu'il y a de plus moral, c'est de ne pas se prendre pour un défenseur du bien absolu. C'est de questionner sa propre morale. Finalement. Voilà, c'est pas mal. Donc le texte, c'est pas mal, mais je vous dis, cette multitude de phrases qui se succèdent, à mon avis, pour les élèves, ça devait être vraiment pas facile à savoir où il veut en venir. Ok, donc on va rassurer parce que ce n'est pas un discours qui doit faire plaisir à beaucoup de monde. Donc voilà. Pour les élèves qui nous regardent, si vous avez pris ce texte, dites-vous que vu que le jury est difficile, le jury a des chances d'être assez indulgent. Cela dit, il y avait 3 autres sujets à choisir, donc si vous l'avez choisi, c'est un peu à vos risques et périls quand même. Voilà. Vous verrez bientôt au résultat du bac. Merci Gilles pour vos éclairages. On reste ensemble. J'allais dire ne quittez pas, mais en tout cas retrouvez-nous dans une nouvelle vidéo qui sortira juste après celle-ci, puisqu'on va corriger l'épreuve de philo du bac techno dans la foulée. Merci à tous et à tout à l'heure.